Voilà. Ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé d'histoire, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg, membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Elle est spécialiste de l'Allemagne des 19e et 20e siècles, ainsi que de l'histoire culturelle du fait religieux contemporain en France et en Allemagne. Parmi ses nombreuses publications, Religion et culture dans les sociétés et dans les États européens de 1800 à 1914, Une université nazie sur le sol français, nouvelle recherche sur la Université de Strasbourg 41 à 44. Elle a dirigé à la BLUS avec Jérôme Schweitzer l'exposition que nous avons vue l'année dernière, il y a 2 ans, l'exposition face au nazisme, le cas alsacien. Voilà, Madame Morin, le protestantisme et les pasteurs alsaciens musulmans pendant la Deuxième Guerre mondiale, 40 à 45, historiographie. Nous rentrons dans la 3e partie de nos travaux, en 3 des perspectives historiographiques. Madame, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation. Non, c'est celui-là. Alors, cette fois, je pense qu'on va m'entendre. Merci, Monsieur le Président, pour votre présentation. Et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, je présente seulement un aperçu historiographique avec un accent qui sera mis davantage sur l'Alsace annexée, donc pardon aux Mosellans qui sont présents dans la salle, même si j'en parlerai quand même un petit peu. Alors, l'une des origines de notre colloque est, on le sait, le livre de Michel Beckel, Ces protestants alsaciens qui ont acclamé Hitler, qui a connu un écho médiatique et grand public important en Alsace. C'est aussi ce livre qui est à l'origine de ma communication, un livre qui intriguait l'historienne que je suis. En effet, le pasteur Beckel vient de l'intérieur du milieu et de l'institution protestante, et il annonce clairement, je le cite, qu'il parle en son nom avec son besoin de savoir et son désir de comprendre. Il entend confronter ses intuitions, observations et réflexions à ce que d'autres ont vécu, pensé et exprimé. Je cite toujours. Il souhaite aussi apporter sa contribution à l'indispensable travail de mémoire que l'Église protestante d'Alsace a tant de mal à engager. Des déclarations d'intention qui ne sont pas vraiment celles d'un historien de métier, impression qui est renforcée par le texte même, fortement inspirée par la pratique psychanalytique, qui jongle avec les époques et qui ne donne pas toujours les références précises de ses sources, notamment orales. Pourtant, le procès fait à la méthode du livre par les scientifiques est peut-être un peu excessif. Beckel adopte en effet en partie une démarche d'historien. Il a consulté les documents des archives départementales du Bas-Rhin, accessibles depuis 2015, ainsi que plusieurs sources imprimées, et il a mené plusieurs entretiens avec des témoins ou descendants de témoins. Il a aussi lu et en partie utilisé de nombreux ouvrages historiens, en français et en allemand, dont témoigne l'une de ces 2 annexes et sa bibliographie, ce qui relativise d'ailleurs les propos de Jan Baldebeck, préfaciaire de l'ouvrage, qui évoque, je cite, les quelques travaux universitaires et ouvrages sur la période incriminée pour regretter leur rareté. Alors, mon propos est justement donc de revenir en tant qu'historienne sur ces travaux universitaires qui ont abordé ou abordent la question du protestantisme et des protestants alsaciens mosellans entre 1940 et 1945. Je vais présenter les choses de manière globalement chronologique. Première constatation. Contrairement à une opinion largement répandue qui concerne l'histoire de la période 1940-1945 tout entière, des travaux existent, et depuis longtemps. Cela commence d'ailleurs par des travaux concernant la période d'avant 1940, notamment à propos de l'autonomisme, qui a attiré l'attention de plusieurs chercheurs français, allemands et anglo-saxons. Je n'entrerai pas davantage dans les détails, M. Bechler en a parlé déjà ce matin. Si l'on s'en tient à la période 1940-1945, on constate que, donc c'est la première diapo, on constate que l'Alsace sous l'occupation allemande de Marie-Josée Bopp
Et le premier livre a tenté, dès 1945, le livre est signé de juillet 45, et daté juillet 45, pardon, a tenté une histoire, je cite, et pas seulement un témoignage ou une brochure entre guillemets informative, comme l'autre ouvrage qui est souvent cité, celui de Nida Broglie. Donc c'est le premier livre à tenter une histoire sur cette période, donc 1940-1945, avec déjà un chapitre entier sur la religion. Alors vous avez là, dans la diapo, la couverture de la première édition et la couverture de la seconde édition qui a été réalisée en 2011 avec une introduction de Gabriel Brunet. Le point de vue adopté par l'ouvrage attire d'emblée l'attention, car Bob, lui-même catholique, tente une histoire interconfessionnelle, voire intercroyance, puisqu'il aborde aussi dans ce chapitre la nouvelle religion que le national-socialisme entend créer. Le texte évoque d'abord la situation en Allemagne, puis en vient à l'Alsace. Il s'étend assez longuement sur le cas des catholiques, c'est vrai, mais il aborde aussi le sort des étudiants en théologie protestante, contraints de poursuivre leurs études en vieille Allemagne, c'est présenté comme ça. Il présente aussi la dissolution, il évoque la dissolution des associations confessionnelles et la réorganisation institutionnelle des églises luthériennes et réformées, déjà évoquées ici, avec les changements de personnel, la fin de la prise en charge des salaires par l'État et la mise en place des contributions volontaires auprès des fidèles. Le livre traite également des mesures répressives qui touchent les deux religions chrétiennes, la religion juive n'étant mentionnée que par allusion indirecte, dans un chapitre qui s'intitule « La religion ». Bon, il aurait pu y avoir aussi peut-être un petit paragraphe sur cette religion. Donc ces mesures répressives sont l'instauration de la vocation des églises des presbytères, la surveillance des propos des ecclésiastiques, la prestation du serment de fidélité au Führer, qui a été aussi évoqué, la suppression du crucifix dans les écoles et la défense de publier des bulletins et des journaux religieux. Si Bob veut aller au-delà du témoignage et de son cas personnel, puisqu'il a réalisé par ailleurs un journal qui a été également réédité, Bob ne fait pas tout à fait œuvre d'historien car il ne donne pas toutes les références de ses sources et c'est un problème pour l'historien d'aujourd'hui. Et surtout, il n'a pas pu se servir des archives qui étaient alors inaccessibles. Par ailleurs, Bob se veut certes strictement objectif, je le cite, mais il s'inscrit alors totalement dans la perspective de l'Alsace et des Alsaciens, victimes ou résistants à l'emprise du régime, n'évoquant pas les compromissions ou les ralliements, dont pourtant certains devaient être connus de ce fin observateur, où il les évoque par de très rares allusions, et je pourrais les reprendre éventuellement dans la version écrite. Bob a néanmoins le mérite d'aborder la question des religions et des fidèles, alors que l'occupation vient à peine de se terminer, dans un ouvrage qui va longtemps rester la référence sur la question. À propos des protestants seuls, et j'avoue que j'ai découvert là, en préparant cette communication, c'est également Bob qui est l'auteur de deux ouvrages qui se veulent alors de référence, je ne sais pas si ce qui en est aujourd'hui, à savoir deux ouvrages donc en allemand. Alors c'est le premier ouvrage là que je... Oui c'est ça, pardon, oui c'est le premier ouvrage, donc vous avez la diapositive. Donc le premier, bon je traduis pour les non-germanistes, donc les ecclésiastiques et les théologiens évangéliques en Alsace et en Lorraine de la Réformation jusqu'à aujourd'hui, donc publié en 1959, et il publie également les paroisses et les hautes écoles évangéliques en Alsace et en Lorraine de la Réformation jusqu'à aujourd'hui, donc toujours en allemand. Alors, ces deux ouvrages évoquent la période de l'annexion de manière totalement factuelle. Par exemple, dans le livre Les paroisses évangéliques, page 24, il évoque la composition de l'Evangelische Lutherische Landeskirchenrat, donc dirigé par Karl Maurer. Et dans les différentes notices biographiques et paroissiales, il évoque également les acteurs de l'époque, dont à nouveau Karl Maurer, si on le prononce à l'allemand, donc page 360 donc, du volume sur les pasteurs et les théologiens. Alors, ça c'est la toute première époque, les tout premiers ouvrages. Quelques années après la parution de l'ouvrage de Bob sur les paroisses protestantes, donc paru en 1963-1965,
Le protestantisme et les protestants apparaissent à nouveau dans un ouvrage qui reste à ce jour une référence majeure sur l'histoire de l'Alsace dans la période. C'est le livre de Lothar Kettenacker, Nationalsozialistische Volksführungspolitik im Elsass. J'ai repris la couverture de l'ouvrage publié en allemand, puisque c'est effectivement d'abord un livre allemand, rédigé donc en allemand, qui correspond à une thèse soutenue en 1968, publiée donc en 1973. Et la traduction partielle en français ne paraîtra finalement que 10 ans après la soutenance de la thèse, comme c'est souvent le cas pour les traductions, en 1978. Alors, les protestants apparaissent surtout dans cet ouvrage, dans la partie C, intitulée Aktionen, avec le chapitre, je traduis l'allemand, la séparation de l'État et de l'Église, mais ils apparaissent aussi dans la partie B, où Kettenacker présente certains hommes, et non des moindres, mis en place par le régime, des hommes avec lesquels il a pu mener des entretiens, notamment donc Hermann Bickler, déjà évoqué ce matin, ou les fils de Pasteur, déjà évoqué aussi, Robert Ernst et Fritz Spieser. Ce qui est intéressant aussi pour l'histoire d'aujourd'hui, c'est que Kettenacker remercie même Ernst, donc dans son avant-propos, d'avoir relu avec lui les épreuves du livre, même s'il n'était pas toujours d'accord avec ce qui était rapporté dans le livre sur son action en particulier. Alors, Kettenacker a utilisé presque exclusivement des sources politiques et administratives allemandes, ce qui n'est pas vraiment un choix, puisque c'était lié aux règles qui régissaient alors les archives françaises, mais, et c'est également présent dès son avant-propos, il regrette le manque de coopération du directoire de l'Église de la Confession d'Augsbourg, donc d'alors. Alors, avec ces limites dont il n'est pas responsable, Kettenacker propose au lecteur une véritable analyse scientifique irréprochable sur le plan de la méthode, pour laquelle on ne peut que regretter, dans le cadre qui est le nôtre, de ne pas davantage développer le cas du protestantisme et des protestants. Alors je développerai un petit peu dans la partie écrite, mais ce qu'on peut dire de manière résumée par rapport à cet ouvrage, c'est que, d'après Kettenacker, les responsables de l'Église luthérienne d'Alsace peuvent être comptés au rang des collaborateurs volontaires, c'est-à-dire non contraints par les circonstances. Bon, on pourrait nuancer après en fonction d'autres détails issus du livre. Alors 10 ans plus tard, c'est un peu de 10 ans en 10 ans finalement, la thèse d'histoire de Eugène Rietvink, l'Alsace et les Alsaciens de 1939 à 1945, soutenue en 1983, consacre une trentaine de pages sur un travail qui en compte plus de 600 à, je cite, la lutte contre les églises chrétiennes. L'intitulé donne déjà le ton, celle d'un pouvoir oppresseur qui mène une politique radicale de déchristianisation plus brutale que dans la vieille Allemagne. Alors les protestants apparaissent dans les différentes pages qui prennent en compte assez longuement la population alsacienne, notamment dans son attitude face au Troisième Reich, mais sans être traités en tant que groupe spécifique. Rietvink estime néanmoins que la thèse selon laquelle les protestants alsaciens auraient été davantage perméables au nazisme que les catholiques n'est pas facile à démontrer, sans pouvoir donner d'ailleurs les éléments qui justifieraient cette estimation. Là aussi, je pourrais en dire un petit peu plus dans la version écrite. Je n'ai pas trouvé, en tout cas en regardant rapidement, de photographie permettant d'illustrer à la première page, la première de la couverture de la thèse de Rietvink. En 1981, peu de temps donc avant la soutenance de la thèse de Rietvink qu'il a dirigée, Bernard Vogler, déjà aussi évoqué ici, qui est alors déjà professeur d'histoire d'Alsace à l'université de Strasbourg, tente une synthèse sur, je cite le titre, le protestantisme alsacien pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est la première synthèse du genre. De manière peut-être significative, cette publication s'insère dans une publication réalisée en dehors de l'Alsace, un dossier du dernier numéro de l'année 1981 du bulletin de la Société d'histoire du protestantisme français. Alors, j'ai pas trouvé le volume de 81, mais voilà, la couverture était identique à celle-ci.
Donc ce bulletin, ce numéro plutôt, qui est préparé par, je cite, la section de Strasbourg, de la Société d'histoire protestante française, sous la direction de Bernard Fogler. Alors, comment est-il possible de proposer une telle synthèse alors que les études précises manquent? En réalité, l'article d'une dizaine de pages est la synthèse contextualisée des témoignages de 11 pasteurs et laïcs recueillis par la section alsacienne de la Société d'histoire du protestantisme au cours de l'année universitaire 1978-1979. On ne sait pas, en tout cas moi je ne sais pas, après avoir consulté les documents écrits, s'il y a une raison particulière pour laquelle ces témoignages ont été recueillis à ce moment précis. Si les différents contributeurs sont bien identifiés, y compris dans le texte même, on indique toujours bien qui dit quoi, le lecteur d'aujourd'hui regrette que l'auteur de la synthèse, donc Bernard Fogler, n'ait pas davantage indiqué d'où provenaient ces autres informations, parce qu'on voit bien qu'il y en a d'autres, puisqu'il a pu réaliser donc une synthèse, par exemple en précisant ses références bibliographiques, puisqu'il n'y a aucune référence bibliographique dans cet article. Néanmoins, cet article donc reste une source de renseignements précieux sur ce qui apparaît déjà comme les grandes thématiques de la période, alors que les témoins, justement, vieillissent et commencent à disparaître. Alors, je ne vais peut-être pas reprendre le détail de ces grandes thématiques, je les citerai bien sûr dans la version écrite, mais par exemple, les protestants évacués dans le sud-ouest, les protestants sous l'occupation nazie, personnalité et politique de Karl Maurer, les pasteurs sous le régime nazi, les protestants restés dans le sud-ouest, etc. Ce tour d'horizon assez complet n'élude pas la question des compromissions avec le régime nazi, pas totalement en tout cas, mais elle reste dominée par la perspective qui l'emporte alors aussi dans les études concernant l'Église catholique et ses fidèles, à savoir la perspective d'une politique radicale de déchristianisation que j'ai déjà évoquée, qui aurait été plus brutale que dans la vieille Allemagne, et une politique à laquelle les protestants et leurs pasteurs auraient résisté dès qu'ils le pouvaient, parfois avec succès. La conclusion est à ce titre, il me semble, significative. Selon JB, à savoir le pasteur Jean Brèche, mis à part quelques bavures sikhs, les protestants alsaciens ont fait preuve de modération dans les tourbillons de la tempête et ils ont gardé la foi. Une dizaine d'années plus tard, en 1992 et 1994, Bernard Fogler propose à nouveau une synthèse sur les protestants alsaciens de 1939 à 1945, à nouveau en dehors de l'Alsace, dans un colloque important sur les protestants français pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se tient au Sénat avec présence des différentes personnes politiques, et qui va être publié aussi dans le bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français. Alors, le texte de typage reprend des éléments de l'article 81, mais les complète par des informations issues de travaux universitaires réalisés depuis, par exemple la maîtrise de Didier Stotzer, déjà évoquée, les notices biographiques du volume Alsace, dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine. Il ne faut pas oublier aussi l'apport, même s'il n'y a que quelques notices concernant la période, mais il y en a, donc qui a été publié en 1987. Et aussi, Bernard Fogler cite des documents issus des archives du directoire. Alors, le document, l'article 92, dont je suis obligée d'aller relativement vite, reprend certains éléments de l'article 81, mais ne le recopie pas entièrement, loin de là. Il est plus précis sur certains points, notamment l'attitude des protestants face au nazisme, grâce aux documents d'archives. Il donne ainsi des éléments de preuve de la déception rapide de l'opinion à l'égard du nouveau régime, et il distingue 3 types de réactions à partir de la fin de 1940. L'hostilité, la distanciation croissante et la collaboration d'une petite minorité, je cite. Dans ce dernier passage, il cite pour la première fois des noms, ceux des étudiants en théologie Gottfried Weber, volontaire dans la SS, et les 2 frères Gustav Adolf et Richard Libri, tous les 2 volontaires dans la Wehrmacht. Ce passage n'est pas reproduit dans l'article protestant 4 ans de purgatoire, qui est l'article grand public que nombre d'entre vous connaissent peut-être, que Bernard Fogler a publié dans la série, la célèbre série donc, de Saison d'Alsace consacrée à la période,
dans lequel, donc, dans cette série, Bernard Faulkner a publié l'article intitulé donc, Protestant 4 ans de purgatoire. Et cet article, donc davantage grand public, est marqué par une tonalité un peu plus victimaire et résistante que l'article du colloque de 92, même si l'attitude ambivalente de Karl Maurer et les compromissions de certains autres sont néanmoins évoquées. Bon, alors Bernard Faulkner va diriger ensuite un mémoire de maîtrise aussi qui va permettre d'éclairer davantage la période, celui de Véronique Kremer, le corps pastoral en Alsace de 1939-1947, mémoire soutenu en 1995. En 2003, nouveau jalon dans l'histoire des protestants d'Alsace et de Moselle au XXe siècle, une thèse déjà évoquée, la thèse d'histoire de Catherine Storm-Sengel, soutenue à l'Université Paris 12 sous la direction d'André Ancrevet, donc spécialiste du protestantisme français, soutenue donc en 1998 et publiée en 2003, donc avec une préface de Marc Liénard, donc évoquée aussi ce matin, dont vous avez l'intitulé. Alors certes, le livre ne porte pas directement sur la période 1940-1945, mais il donne la possibilité d'en comprendre certains enjeux. Sa troisième partie étudie en effet les sensibilités politiques à partir du tournant de 1918, notamment à l'égard de l'autonomisme et du nazisme, et cette partie analyse également les réactions au projet d'introduction de la loi de séparation des églises et de l'État et des lois scolaires laïques. L'autrice conclut que les obstacles à une réelle ouverture vers le protestantisme de culture française étaient nombreux, en dépit des efforts de certains, la différence de la langue cultuelle qui était l'allemand, ça a été rappelé, la différence des traditions, la méfiance aussi à l'égard de la culture laïque française. L'intérêt de son étude est de faire ressurgir nombre d'individualités encore actives entre 1939 et 1945, pas seulement Karl Maurer, d'autres aussi, et elle permet de mieux saisir certaines attitudes dans le contexte de l'annexion. Alors, sauf erreur ou oubli de notre part, ce qui est tout à fait possible, il faut ensuite attendre plus de 10 ans pour que soit publié un nouvel ouvrage conséquent en relation avec la période. C'est la biographie de Karl Maurer, parce que j'ai donné l'exemple de la version allemande, qui est due donc à Martin Zilwald, qui paraît en allemand en 2014, c'est pour ça que j'ai utilisé la version allemande qui est antérieure, et qui est ensuite publiée en français en 2018 avec une préface de Bernard Faulkner. Alors le sous-titre en allemand est assez révélateur. Ein Leben für Kirche und Heimat, donc une vie pour l'Église et la petite patrie, sous-titre qui n'est pas repris tel quel dans la traduction française, qui préfère la formule homme d'église, virgule, alsacien et luthérien. Pas tout à fait la même chose. Éventuellement discuter. Alors l'auteur, pasteur de l'église luthérienne d'Alsace et de Lorraine, utilise des sources de première main. L'historien tient à le souligner, notamment des cahiers où Maurer a consigné ses sermons et qui lui ont été transmis par l'une de ses petites filles. Mais Zilwald utilise aussi des documents issus d'archives publiques qu'il mentionne partiellement dans les notes de l'ouvrage. Il n'en propose cependant malheureusement pas d'inventaire exhaustif, pas plus que de sa littérature secondaire. Il indique également, Zilwald, avoir voulu être objectif, mais il ne cache pas sa sympathie, je cite, pour Maurer. Si l'ouvrage apporte des renseignements complémentaires précieux, le traitement superficiel et ou sans distance critique de certains points, notamment dans la partie Schwerpunkt, donc en allemand, laisse néanmoins le lecteur sur sa faim. Je laisserai bien sûr Mathieu Arnold en dire davantage éventuellement. Alors progressivement, nous sommes en 2018 pour la version française du livre de Zilwald, on arrive donc à une période très proche de la nôtre, où les études deviennent un peu plus nombreuses, et nous allons retrouver plusieurs participants au colloque. Donc je ne vais évidemment pas rentrer trop dans les détails, et surtout je ne veux pas marcher sur le pied de ces participants. Alors je rappelle rapidement, pour poser quelques jalons, qu'en 2019, Mathieu Arnold propose une
une étude critique de l'île de Sigval sur Moret, et déjà quelques remarques sur le livre. La même année, Christiane Krauser-Spohn, qui va succéder, qui va parler demain, évoque donc dans un article l'épuration des pasteurs luthériens, moséens et alsaciens en 1945, ce qui permet bien sûr un retour sur le passé immédiat. En 2020, le pasteur et inspecteur ecclésiastique Gérard Janus publie La demeure du silence. Il va aussi donc bientôt faire une présentation, une publication. Et je voulais aussi rappeler la publication en 2020 du livre de Rainer Müller, Die Reichsuniversität Strasbourg 1944, donc sur l'université nazie de Strasbourg entre 1940 et 1944. Certes, cet ouvrage ne traite pas frontalement des protestants et de leurs églises, mais il les fait apparaître à plusieurs reprises en filigrane ou en arrière-plan. Et ce livre mériterait d'ailleurs d'être épluché de ce point de vue-là, parce que c'est vraiment un énorme pavé, 1000 pages. Alors j'aurais pu reprendre la couverture, mais comme il ne concerne pas directement les protestants, bon, je n'ai pas repris. En 2021, dans la livraison annuelle de l'almanach protestant, Mathieu Arnold évoque donc à nouveau Karl Moret, président de l'église de la confession d'Augsbourg, donc en Alsace de 1940 à 1944, je cite le titre, et Marc Linhart évoque donc les pasteurs alsaciens mosellans de 1939 à 1946. En 2022, le catalogue de l'exposition face au nazisme, le cas alsacien, donc je me permets de rappeler la couverture, mais c'est parce que je veux parler de l'un des articles. Donc ce catalogue consacre un article au lien d'une partie des autonomistes avec le national-socialisme, c'est l'article de Jérôme Schweitzer, conservateur donc, à la BNU, qui s'est aussi intéressé à cette mouvance, et un autre article est consacré aux prêtres, pasteurs et paroissiens alsaciens face au nazisme. Alors ces deux articles sont accompagnés d'une riche iconographie, donc c'est évidemment l'intérêt aussi de l'exposition. Mais je voudrais revenir rapidement sur l'article qui provient de la thèse donc, de Teresa Herret, donc thèse intitulée, je vous donne le titre en français, La domination nationale-socialiste en Alsace annexée de fait, 1940-1944-45, interaction entre dominants et dominés à l'échelle locale. Cette jeune doctorante allemande, inscrite en co-tutelle de thèse à Strasbourg et à Fribourg, et ça c'est aussi quelque chose d'important à mes yeux, cette jeune doctorante donc consacre dans sa thèse un chapitre entier à l'espace des églises catholiques et protestantes et de leurs fidèles au niveau paroissial ou communal dans l'Alsace annexée. Alors elle a fait un choix de 6 communes qu'elle a essayé de rendre le plus représentatif possible, Colmar, Strasbourg, et puis 4 autres communes plus petites, dont Timmeringen, donc en Alsace Bossu, Scherwiller, et j'en oublie, Molsheim également, j'ai dû en oublier une. Dans sa thèse qui vient d'être terminée, elle constate qu'en dépit, elle renverse en fait la perspective habituelle, puisqu'elle constate qu'en dépit de fortes contraintes, la vie religieuse a pu se maintenir de l'aveu même des fidèles concernés, et elle peut constituer l'un des éléments de la négociation entre le pouvoir en place et la population, à la différence d'autres territoires annexés par l'Allemagne nationale-socialiste. En d'autres termes, faire preuve d'une relative tolérance, voire fermer les yeux sur certaines pratiques, permettait aux responsables national-socialistes locaux de s'assurer une forme de paix sociale en des temps troublés, face à des Alsaciens qui étaient, ça a été rappelé plusieurs fois, considérés comme des Volksdeutsche, c'est-à-dire pas tout à fait comme des Allemands, mais quand même comme des Allemands amenés à s'intégrer à terme dans le Grand Reich. Et les Alsaciens, de leur côté, qu'ils soient laïcs ou ecclésiastiques, moins frappés par la violence du régime que d'autres populations annexées, par exemple à l'est de l'Allemagne, ces Alsaciens ont tenté une conciliation difficile. Ils étaient prêts à défendre leur vie religieuse, qu'ils considéraient comme une bulle de liberté, et on leur a permis, dans une certaine mesure, de conserver cette bulle de liberté, mais ils se sont aussi efforcés de se soumettre en même temps aux obligations imposées par le parti.
Alors, bon, j'ai été obligée de résumer, mais cette thèse qui vient de s'achever confirme l'intérêt renouvelé des jeunes chercheurs pour la période 1940-1945 en Alsace et aussi en Moselle, même si je n'ai pas pu trop en parler. Je tiens aussi à signaler qu'un master prometteur sur le lycée Georges Sturm, pendant la même période, est en train de se réaliser, donc réalisé par une des enseignantes de ce lycée, qui sera présente demain. Et ce master devrait également déboucher sur une thèse sur un sujet dont on peut s'étonner qu'il n'ait pas encore fait l'objet justement d'une étude scientifique approfondie, mais donc cette étudiante que j'ai l'honneur et le plaisir de diriger m'a dit qu'il y avait un nombre de sources tout à fait important et intéressant pour une étude scientifique. Alors j'en viens donc à la conclusion, je ne serai pas trop longue. Donc, au terme de ce bref aperçu, je voudrais signaler que depuis 1945, le protestantisme et les protestants alsaciens-mosellans pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour reprendre le titre aussi de ma communication et en partie du colloque, donc ces protestants ont régulièrement suscité l'intérêt des historiens. C'est vrai, cet intérêt ne les concernait pas toujours exclusivement, ne se réveillait que tous les 10 ans en moyenne, depuis 1945, j'ai essayé de le montrer, et cet intérêt débouchait plutôt sur des études partielles ou en partie décevantes. Incontestablement, il manque encore une étude de grande ampleur, mobilisant toutes les sources primaires disponibles et tenant compte aussi, ce qui est très important, de ce qui s'écrit en Allemagne et dans les autres pays germaniques, et donc on verra tout à l'heure le travail qui a été réalisé, travail exemplaire qui a été réalisé sur le Palatinat. Mais il me semble qu'on peut quand même conclure en disant que des jalons ont été posés, bien davantage qu'on ne le dit parfois. Il aurait été évidemment souhaitable que ces premiers jalons soient davantage diffusés, visibilisés. Et l'un des intérêts du livre de Michel Weckel, pour boucler la boucle, est de mettre le doigt sur cette invisibilité, y compris pour ceux qui étaient concernés au premier chef, à savoir les pasteurs et leurs fidèles. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup Madame Morel pour ce panorama de tout ce qui a été écrit et publié à propos du sujet de notre colloque dans les dernières 80 années. Oui. Voilà, la parole est à la salle. J'espère qu'il y aura une question. Il y a une question. Oui, il y a une question là-bas. Oui. Et après, il y aura une question pour Martina. J'ai un petit problème au sujet de l'ouvrage de Pope. Parce que, bon, je ne suis pas du tout spécialiste, moi j'ai eu l'ouvrage sur la main, et comme il cite Rosenstiel, j'ai regardé. Alors je me demande comment a été élaboré, comment Pope a élaboré son ouvrage, parce que le manuscrit, d'après les auteurs qui l'ont publié, a disparu. Pope l'a fait disparaître lui-même. Il me semble que Bob a écrit son bouquin après l'avoir fait disparaître, et après il a fait disparaître son manuscrit, et finalement il a retravaillé son bouquin sur des fiches. Ça me semble, enfin c'est là, l'hypothèse que je fais, pour une simple raison, c'est qu'il y a un moment, donc il cite Rosenstiel, en disant, bon, il y a un gars qui est revenu de Schirmeck, qui donne des nouvelles, et puis bon, Rosenstiel n'est pas prêt d'en sortir. Seulement le problème, c'est qu'il situe ça en juillet 42, alors que Rosenstiel était à Schirmeck en juillet 43. Donc ça, je ne sais pas, c'est une interrogation que je me pose sur le travail de Bob.
Alors, d'après ce que j'ai pu... d'après ce que j'ai pu lire dans le livre La Réédition, Bopp a utilisé donc les sources qu'il avait à sa disposition, c'est-à-dire les sources de presse, les publications imprimées officielles du régime, les textes de loi, etc. Il a utilisé son journal, qui a été édité donc, par Marie-Pierre Vitou et Nicolas Stoskopf donc, en 2010 au moins. Il a utilisé évidemment ses propres observations. Alors, le livre lui-même, il a commencé à y penser quand il était en prison, si j'ai bien compris. Effectivement, le manuscrit qui devait, la première version qui devait être publiée, c'est ce qu'il dit, a disparu. Alors après, comment il a procédé exactement, ça je ne sais pas. Est-ce qu'il avait gardé des fiches, effectivement, des documents, bon, ça je ne peux pas... Alors qu'il y ait quelques erreurs factuelles, c'est tout à fait possible, hein, compte tenu aussi du fait que la première version, effectivement, c'est rappelé encore une fois dans la réédition, la première version du livre a effectivement disparu. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Oui, Martine. Je lis de temps en temps que les directions d'église auraient empêché l'accès aux archives. Or, chacun sait l'importance des dossiers déposés aux archives du directoire. Alors, j'aimerais bien voir ou entendre de façon précise à quelle époque et qui a prononcé cette interdiction. Ça m'étonne qu'il y ait eu quelques responsabilités aussi dans la direction de l'Église. Je n'ai jamais été saisi par une demande de ce type et je connaissais bien mes prédécesseurs. Je n'ai jamais entendu, au moins dans les 30 dernières années, je ne vais pas m'avancer au-delà, une interdiction faite aux historiens de métier et à d'autres qui voulaient, par exemple, Sitbal, son nom a été prononcé, c'est aussi fondé sur les dossiers personnels du directoire. Donc, moi je trouve que ce serait honnête de dire, ceux qui disent ça, vraiment de le prouver et de dire à quel moment on les a empêchés d'aller aux archives du directoire. Voilà, c'est pas une question. Oui, non, je voulais juste peut-être revenir. Oui, bien sûr. Non, mais, enfin, voilà, ce que j'ai vu, c'est celle de Kettenhacker. Alors, il parle des années 60 et il dit, je vais essayer de le dire dans un allemand pour correct, Hilfsbereitschaft, du directorium de l'église de la confession d'Oslo. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire interdiction, ça veut dire manque à vous. C'est pas vous que je vais prendre. Donc, bon, qu'est-ce que ça veut dire je ne sais pas. Voilà. Mais il l'écrit, hein, donc on peut le lire encore aujourd'hui, c'est écrit. De même que l'aide qu'il aurait obtenue de la part d'Ernst. Voilà, c'est pas avec tout à fait sur le même niveau, mais tout ça est dit dans son avant. On pourrait peut-être lui demander encore aujourd'hui, s'il s'en souvient. Voilà, une autre question. S'il n'y a plus de questions, merci encore à vous, Marc.